Bonjour mesdames et messieurs, il est 1h30, alors comme nous aimons commencer à l'heure et que cette conférence de presse sera présentée en direct, entre autres sur le portail média de l'Église catholique de Québec, ecdq.tv. Alors merci de votre présence. Thank you so much to be present for this press conference. So I'll tell you briefly what is the pacing of this press conference. Donc, allocution du cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec, en français, suivi de l'allocution en anglais de Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d'Ottawa. S'en suivra une période de questions en français et par la suite une période de questions en anglais. Alors, so we'll start with an intervention from Cardinal Marc Ouellet, Archbishop of Quebec, followed by an intervention from the Archbishop of Ottawa, Monseigneur Terence Prendergast. So, with no further ado, commençons cette conférence de presse avec Monseigneur Marc Ouellet. Bonjour, and I greet also all Canadians who are following this press conference. Le débat est ouvert. Le débat sur l'avortement est ouvert et il ne faut pas en avoir peur. 100 000 avortements par année au Canada, plus de 25 000 au Québec, c'est beaucoup trop. On pourrait les réduire de moitié si seulement les femmes en détresse à cause d'une grossesse inattendue étaient accueillies, informées et accompagnées avec compassion et solidarité dans leur choix. Mes interventions pour une culture de la vie ont fait l'objet de toutes sortes d'interprétations depuis une dizaine de jours dans la presse francophone et anglophone du Canada. C'est pourquoi je tiens à clarifier le sens de mon engagement dans le débat actuel sur l'avortement. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation et de me permettre de recentrer le débat sur l'essentiel. Les cas très exceptionnels ne doivent pas nous empêcher de voir la triste réalité de l'avortement devenu trop répandu. Je remercie Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d'Ottawa, de se joindre à moi pour lancer un appel à la solidarité avec les plus démunis de notre société, l'enfant à naître et la femme qui se trouve contrainte de recourir à l'avortement. Je précise d'entrée de jeu que mon commentaire pour la défense de l'enfant innocent, même en cas de viol, était motivé par le désir de rappeler la dignité de la femme en toutes circonstances et le respect qui est dû à toute vie humaine naissante. Je constate qu'on a retenu et interprété seulement une partie de mon message. J'attire ici l'attention sur l'autre partie, dans l'espoir que le public prenne conscience du véritable enjeu de ce débat. L'appui à la femme enceinte de la part de l'homme, de la famille et de la société. Je n'ai dit nulle part que je condamnais la femme qui avait eu recours à l'avortement. J'ai même dit le contraire en parlant directement à l'une d'entre elles sur les ondes d'une émission de télévision. Je n'ai déclaré aucune femme criminelle parce qu'elle avait subi un avortement. Je sais très bien que la responsabilité ultime de cette décision morale relève de la conscience personnelle qui agit en fonction de divers facteurs, dont l'intention de la personne et les circonstances. Dieu seul est juge de la conscience de chacun et chacune parce que lui seul peut mesurer tous les éléments de chaque cas. Mon propos a toujours été de rappeler la norme morale objective avec la préoccupation de sauver la vie de l'enfant innocent et d'épargner à la mère les conséquences graves d'un avortement délibérément provoqué. C'est précisément le souci de la santé physique, psychologique et spirituelle de la femme en difficulté qui a motivé mes interventions. Je suis très désolé que mes propos, déformés ou cités hors contexte,
ait pu causer des souffrances additionnelles aux femmes qui font face à des situations semblables. J'espère que ces mises au point serviront à assainir et à recentrer le débat. Car débat il y a, et il doit y avoir, même si une motion à Québec et une affirmation du premier ministre à Ottawa vont dans le sens contraire et refusent de rouvrir la législation sur l'avortement. Je déplore cette attitude de plusieurs de nos représentants qui ne semblent pas vouloir regarder en face l'injustice que notre pays cautionne en n'accordant aucune protection juridique à l'enfant dans le sein de sa mère. Notre pays est à cet égard un cas unique dans le monde. Beaucoup l'ignorent et croient vivre dans l'un des pays les plus avancés dans le domaine des droits humains. Or, nous n'avons de leçons à faire à personne en ce domaine. Nous devrions même nous ouvrir à ce qui se fait ailleurs afin de mieux voir ce qu'il nous faudrait améliorer pour protéger les enfants encore sans voix qui espèrent voir le jour. Avec mon collègue archevêque d'Ottawa, qui entretient lui aussi, comme moi, des rapports plus étroits avec les gouvernants, je m'adresse à la conscience de mes compatriotes, femmes et hommes, pour que nous réclamions un jour ensemble que le vide juridique actuel en matière d'avortement, un état de choses injuste, soit modifié dans notre pays. Cependant, tenant compte de l'impasse politique et juridique dans laquelle nous vivons, je lance un appel avec mon collègue d'Ottawa pour qu'une campagne de sensibilisation et des programmes d'aide aux femmes en détresse se développent davantage dans notre pays. Il manque beaucoup d'informations, d'accompagnement et d'aide financière pour que les femmes enceintes soient mises en situation de faire un choix éclairé. Il importe beaucoup qu'à tous les niveaux, gouvernemental, médical et social, des programmes d'aide plus efficaces pour les femmes en situation de grossesse difficile soient mis en œuvre afin que le plus grand nombre possible parmi elles puissent éviter l'avortement. Le débat actuel nous place d'une façon inattendue devant un choix de société qui peut dépasser les clivages habituels et rallier le plus grand nombre. La présence des jeunes dans ce débat révèle une nouvelle sensibilité qui n'est plus celle d'il y a 20 ans. L'expérience des familles a aussi beaucoup changé, mais le fait demeure que la venue d'un enfant apporte au foyer beaucoup de bonheur. Cette valeur s'ajoute à tout un patrimoine de solidarité sociale pour les plus démunis qui fait notre fierté et qui réclame du Québec et de toutes les provinces du Canada un nouveau choix. Il appartient désormais à tous et toutes de réfléchir à ce choix. N'ayons pas peur de ce débat qui configurera l'avenir de notre peuple. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui. Vous allez me pardonner peut-être mes fautes en français. Ça fait presque 50 ans que j'ai quitté le quartier nord de Montréal et j'ai été influencé par ma période avec les Francescois, les Acadiens. Et j'apprends le franco-ontarien à ça. Alors, mais je suis très heureux d'être ici avec vous. Et Monsieur le cardinal et moi, nous sommes d'accord sur presque toutes les questions, sauf que quand je suis allé à Ottawa, j'ai dû changer mon alliance avec les Canadiens du Canada, de Montréal pour embrasser les sénateurs. Mais j'avais un recul il y a quelques jours pour le beau rêve de Montréal qui s'est joué dans ces semaines récentes, les journées récentes. 2 weeks ago,
nearly 12,000 people gathered on Parliament Hill, and thousands more in several Canadian cities to stand up in defense of the unborn. These people represent many in the silent majority who are on the side of life. The significant pro-life caucus of our federal government works quietly, day after day, to keep human life at the top of the government agenda. To be actively in favor of life is to contribute to the renewal of society through the promotion of the common good. It's impossible to further the common good without acknowledging and defending the right to life, upon which all the other inalienable rights of individuals are founded and from which they develop. There can be no true peace unless life is defended and promoted. We must never lose sight of the atrocities against the unborn, the untold and too seldom spoken of pain and lingering anguish experienced by those who have been involved in abortions. Doing otherwise has severely narrowed our national discourse about moral values in the public square. Whatever is opposed to life itself, whatever violates the dignity of the human person, whatever insults human dignity, all of these things and more poison human society. Concern about abortion and the implications for the mother and their child does not excuse indifference to those who suffer from poverty, violence, and injustice. We must strive to see the whole picture and not act with tunnel vision. We cannot ignore the other great challenges faced by humanity today, but that is not our topic this afternoon. For the right to life is primordial. In Pope Benedict XVI's encyclical Caritas in Veritate, Charity and Truth, the Holy Father addresses clearly the dignity and respect for human life. Openness to life is at the center of true development. When a society moves toward the denial or suppression of life, it ends up no longer finding the necessary motivation and energy to strive for man's true good. If personal and social sensitivity toward the acceptance of a new life is lost, then other forms of acceptance that are valuable for society also wither away. Favoring the cause of life is not an activity for a political party or a particular side of the political spectrum. It's an obligation for everyone, left, right, and center. If we are in favor of life, pro-woman, pro-child, pro-family, we must engage the culture around us and offer positive solutions. It is this positive purpose that has brought me here today to join with Cardinal Ouellet to make an appeal on behalf of women who find themselves without helpful alternatives when they face an unanticipated pregnancy, and on behalf of the child the woman carries in her womb. All across Canada, there are public, Catholic, and Christian centers that reach out to help those in distress over pregnancy and new life. The outstanding worth of Birthright, for example, cuts across all religious and sectarian lines and stands for life. Many cities, from Vancouver to St. John's, have crisis pregnancy centers which provide safe places, a welcome, and options for young women and men to preserve, protect, and uphold the life of the newly conceived child, as well as their own human dignity. There, ordinary people reach out to those in crisis and distress to save lives. What His Eminence and I are asking today is that governmental agencies take on their proper role in affording help for pregnant women in distress and others affected by new life in the womb to reduce the extraordinarily high number of abortions in our country. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous passerons maintenant donc à la période de questions. Alors, comme nous avons des gens qui nous regardent en direct à la télévision et sur Internet, nous allons vous demander de vous lever. Madame Claudette Vallière est à l'avant et elle a un micro. Alors, c'est tout simple. On vous demande de vous identifier, votre média, et d'y aller avec votre question. Je vous redis que la conférence de presse traite de la question de l'avortement. Alors, on vous demanderait, c'est un thème très, très vaste. On prendra le temps de répondre à toutes les questions. Je tiens juste à vous dire que pour des raisons de logistique, la conférence doit se terminer vers 14h10. Alors, on demande une question et pas de contre-question, simplement pour laisser à tout le monde de pouvoir donner le maximum, de questions. Alors, commençons tout de suite. Pascal Poinlan, Radio-Canada. Monseigneur Ouellet, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est le droit du fœtus
de la femme ou est-ce que les deux droits sont au même pied d'égalité? Je crois que il faut, c'est le droit à la vie, n'est-ce pas, qui est premier, comme vient de le rappeler Monseigneur Prendergast. Et c'est la personne qui est la plus fragile et la plus démunie qui a besoin de l'aide la plus grande. Alors c'est pourquoi l'enfant dans le sein de sa mère doit avoir une priorité, et parce qu'il s'agit de sa vie tout court, n'est-ce pas? C'est une question de vie ou de mort pour l'enfant. Alors que pour la femme, évidemment, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Il peut y avoir une condition de santé, il peut y avoir des circonstances familiales, de la pauvreté. Alors, il faut tenir compte de cet ensemble de facteurs et avoir une compréhension pour la situation de la femme. Mais ne jamais oublier que pour l'enfant, c'est une question de vie ou de mort. Très bien. Alors, s'il vous plaît, on s'ensuit au micro à cause des personnes en Journet direct. de la presse. Vous dites que la responsabilité ultime revient à la femme. Alors, que demandez-vous exactement aux législateurs? La responsabilité ultime de la décision morale revient à la femme. Dans une situation complexe et difficile, la femme doit faire son choix. Et bien sûr que le jugement moral, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit que je n'ai déclaré aucune femme criminelle, n'est-ce pas? Parce que la femme qui prend sa décision par rapport à sa grossesse, elle doit aussi regarder les circonstances et son intention, quelle est son accueil vis-à-vis de cet enfant-là. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas condamné une femme qui recourt à l'avortement. J'ai condamné personne parce que il faut voir le cas dans son ensemble, et j'ai rappelé que c'est seulement Dieu qui connaît toutes les circonstances d'une décision morale, et c'est lui qui est le juge. Germaine de Radio-Canada, Monseigneur Ouellette, quand vous dites vous voyez un vide juridique et vous souhaitez un débat là-dessus, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à dire que le nombre de semaines devrait être à temps pour un avortement? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Eh bien, je remarque que dans un pays comme la Belgique, qui est un pays de à peu près 10 millions d'habitants, où l'avortement est réglementé. Après 12 semaines, vous n'avez pas d'avortement en Belgique. Normalement, il y a peut-être des exceptions, là, mais c'est la réglementation. Et en Belgique, vous avez autour de 18 000 avortements en 2007. Au Québec et au Canada, vous n'avez aucune réglementation. Vous pouvez avoir accès à l'avortement à n'importe quel moment dans le temps de la grossesse. Et remarquez qu'au Québec, nous avons 26 546 avortements pour une population de 8 millions, donc une population inférieure à la Belgique, et nous avons presque 10 000 avortements par année de plus. C'est pourquoi je crois que dans une société qui prend en considération les droits de l'enfant, les droits de la vie humaine, eh bien, il faut qu'il y ait au moins quelque chose qui réglemente quand est-ce qu'on considère qu'il y a une vie humaine. Ouellette, la question que je me pose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui semble un peu paradoxal. Je comprends que vous disiez que vous ne condamnez pas, vous n'avez jamais condamné une femme suite à un avortement. Mais est-ce que la position de l'Église catholique n'est pas précisément celle-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de cas que ça où le droit canon prévoit l'excommunication, mais l'avortement fait précisément partie de ces cas-là, ce que je sache. Et donc, ce n'est pas seulement Dieu qui semble porter un jugement, mais c'est l'institution que vous représentez. Effectivement, il y a dans le droit canonique un avertissement, si vous voulez, ou une peine qui est très sévère pour l'avortement, hein, parce que
c'est si vous voulez, c'est un délit qui peut facilement passer inaperçu et on peut perdre le sens de la gravité de ce délit. Alors, c'est pourquoi l'Église, dans son attitude pastorale, pour rappeler l'importance du respect de la personne humaine depuis le temps de sa conception, alors elle met une peine grave quand il y a une atteinte à la vie humaine. C'est le sens, c'est justement pour rappeler la valeur de la vie humaine qu'il y a cette attitude de l'Église et cette peine qui est rattachée à l'affirmation de la vie humaine et à la condamnation, si vous voulez, objective de cet acte de l'avortement. Mais une déclaration que c'est un désordre moral grave, eh bien, cela ne veut pas dire une condamnation de la personne. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, parce que la personne, elle agit et elle prend sa décision avec toutes ses circonstances et son intention, voyez-vous. Mais l'Église doit rappeler, et c'est ce que j'ai fait, la norme objective. C'est un désordre moral grave de porter atteinte à la vie d'une autre personne. Monseigneur Ouellette, Alexandre Orliard, de Presse canadienne, je voulais savoir, qu'est-ce qui fait qu'on doit réouvrir le débat maintenant et pourquoi vous n'avez pas lancé cet appel-là, disons, il y a 1 an ou plus tôt? Qu'est-ce qui motive votre intervention? Bien, actuellement, il y a un contexte précis, n'est-ce pas? Il y a eu cette situation, cette discussion, même politique, au sujet de l'aide à des programmes dans le tiers-monde. Ça a été l'occasion pour reposer la question de l'avortement chez nous et d'attirer l'attention du public sur le fait que l'enfant n'a aucune protection dans le sein de sa mère. Les gens ont oublié cela. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de cela. Alors, je crois que c'est un point sur lequel il importe de revenir, mais ce n'est pas le point principal d'aujourd'hui. J'ai insisté, n'est-ce pas, dans ma présentation. Je crois qu'il y a trop d'avortements au pays. 100 000 au Canada, c'est beaucoup trop. Je pense que tout le monde est d'accord pour que nous réduisions le nombre d'avortements. Alors, si la voie juridique n'est pas praticable, parce qu'il n'y a pas de volonté politique actuellement, ça a été affirmé et répété, pas de volonté politique, mais la voie de la compassion, elle est toujours praticable. Nous la pratiquons dans nos organismes d'Église. Il y a des groupes communautaires qui viennent en aide à des femmes enceintes avec une grossesse difficile pour les aider à faire leur choix. Pas nécessairement pour les empêcher d'aller à l'avortement, mais pour les aider à faire un choix éclairé. J'ai répété plusieurs fois, si seulement un médecin prenait une demi-heure pour expliquer à la jeune fille qui a 16 ans, qui est enceinte, les conséquences psychologiques qu'elle éprouvera suite à l'avortement, eh bien, je crois que plusieurs prendraient la décision d'elles-mêmes de garder leur enfant. Mais il manque un encouragement de ce côté-là. Et souvent, ce n'est pas la femme qui cherche l'avortement, c'est l'homme qui contraint à ce qu'elle aille à l'avortement. C'est la famille, c'est la société. Et elle se trouve complètement démunie, même dans les cas où elle voudrait garder son enfant. Je trouve que c'est scandaleux et c'est ça mon appel. C'est ça notre appel. C'est-à-dire qu'il y ait une prise de conscience nationale qu'on pourrait réduire de moitié les avortements au pays sans mettre en question la question juridique, sans rediscuter pour le moment la question juridique, mais seulement en voulant venir en aide aux femmes qui ont des besoins très précis d'accompagnement, d'encouragement, d'aide financière. Certaines sont dans la pauvreté, voyez-vous, et je crois que c'est ça l'essentiel de mon intervention d'aujourd'hui. Mathieu Boivin, ruefrontenac.com. Monseigneur, j'aimerais que vous me disiez, à vos yeux, pourquoi est-ce que dans la population, vos propos ont été dénoncés à peu près unanimement, mais qu'il s'est trouvé très peu de gens pour prendre le même discours que vous? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que vous menez un combat vraiment d'arrière-garde? Mm-hmm. Oui, j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation qu'on a pris une petite phrase
et puis on en a fait une arme. On en a fait une arme pour me discréditer. Et c'est ce qui a circulé. Donc, on a pris juste une moitié de mon message parce que j'aurais envie de vous demander, est-ce que ceux qui ont répandu cette phrase, combien sont allés écouter le discours que j'ai fait à Québec Vie? Hein, parce que la protestation, elle est partie de là. Alors, quels sont ceux qui sont allés écouter le discours que j'ai fait? Et est-ce que c'était un discours qui était incendiaire? J'ai écouté le discours et ma meilleure défense, vous savez, cette semaine, tout simplement, ça a été de faire circuler mon discours. Tout simplement. Que les gens puissent écouter ce que j'avais dit. Et puis, et donc se rendre compte que c'était des positions de bon sens. C'était tout simplement le bon sens que j'exprimais. Et puis, j'ai eu plusieurs échos dans ce sens-là et de plus en plus d'appui à mesure que la semaine avançait. Vous avez de plus en plus d'appui? Bien sûr, dans les courriels que je reçois, j'ai reçu beaucoup plus d'appui que de condamnation. Mais vous aviez souhaité que quelqu'un reprenne le flambeau, là. Personne ne l'a fait. Finalement, vous étiez retiré la semaine dernière en disant « je veux m'effacer pour que quelqu'un d'autre porte le message », mais cette personne-là s'est pas présentée. C'est pour ça que vous revenez. Bien, il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Et de plus en plus, il y en a qui se passent. Et vous avez lu les éditorialistes ou des chroniqueurs. Moi, j'ai entendu des choses à certaines émissions de télévision. Et puis, je crois que de plus en plus, si vous regardez exactement ce que j'ai dit, là, vous allez voir que c'est le bon sens. C'est simplement le bon sens. Et là, aujourd'hui, je vous donne la partie oubliée, la partie qui a été complètement négligée par les médias. Alors, j'espère qu'elle se rendra maintenant au public. Je vais demander aux journalistes d'être disciplinés. Alors, comme je veux laisser au maximum de journalistes de pouvoir poser leurs questions, une question, s'il vous plaît. I'm going to let a question in English. Ainsley McCollum, CBC. Why are you making these comments today? Is this specifically backtracking because of all of the negative reaction that you got to your comments in Quebec? So I saw that the debate in Quebec was without measure. The reaction was completely without measure. So that's why I said, so I will just stop for a week or 10 days, and then I will talk again when people have calmed down, and then maybe they will listen to the second part of my message that they have not heard. And that's why today, since the comments were at the national level, so now we are offering and calling, to the conscience of our people. And I think that this invitation is something feasible. It is not something that is a theory. It is the governments are funding, clinics for abortion. I would like equity, and for organisms that are defending also life, that are helping women, not necessarily to go to abortion, but to keep their child. So if we had equity in funding those instances, to help women, I think we would make lots of progress in Canada. Angelica Montgomery, CJAD. You were quoted in the past weeks as saying that a woman who was raped and has an abortion is guilty of murder. Is that incorrect? Would you like to correct that statement, or is that something that you stand by? I said that abortion is a very serious moral disorder. I've used the word crime, but this word has been, used. So I say today, serious moral disorder. I am not making a judgment on the woman. I repeat what I said in French, because the woman has to take her decision in light of her personal circumstances
and only God knows exactly all the elements of her final judgment of conscience. That's why we do not judge the woman. I do not judge the woman. And if she goes to abortion, I will help her afterwards. And even more, because she will need lots of support, because of the consequences of the fact. John Durant, CTV. One question is all I get, so Bishop Prendergast, if you have a second afterward, I have a question for you as well. If the church wants to, as you say, limit the number of abortions in Canada, why don't you favor birth control? It's a pretty simple way to stop unwanted pregnancies. What's your problem with that then? Well, our understanding of regulation of births is that the family, the couple, has the right to do that, but we would argue that they should use natural methods rather than artificial methods. It's not a question of what works, because we need to respect the human dynamics and the dynamics of the human body and the personality. And we've also discovered that contraception also has long-term consequences. There have been a number of articles written on the 50th anniversary of the introduction of the pill of social and medical and perhaps even moral consequences of it, because it has trivialized sexuality, it has fostered sexual relations outside of the state of marriage, and so on. So that's the main reason. But within a marriage and within the family unit, regulation of births is something permissible. It's just the means that are the question. Hi, Marian Wyman with Ken West News Service. One for Cardinal Ouellet. How do you explain all the negative reaction to your remarks? What's your comprehension of how people understood what you said? What does that say about the state of the debate in Quebec about abortion? Mm-hmm. Yeah, I confess that I am a bit surprised of the magnitude of the reaction, and I see that there is a real social malaise around abortion, and there is lots of suffering, not only for women but also for families, and so it is obviously a very delicate question, and the amount of suffering so makes difficult to speak about it, but if we do not speak about this suffering and how we can overcome and help to resolve it, I think it will worsen. It will become worse, So that's really the time to address after 40 years or 20 years, and it is so much present now in the culture that we have to address that for I would say, so health in society, for bettering relationships in society, in family and elsewhere. I think it is vital for the future. If we do not address that in the way we are trying to convey now, and I think we will have more consequences, more negative consequences, and the social climate and the sense of values will go down in our society. So that's our conviction as pastor, to invite people to speak about that. And I think psychiatrists says the same thing. If there is a guilt somewhere, if you push it down, it will not solve the problem. You have to bring it to the Word and to acknowledge it, and then you have half of the solution. Can I just ask for quick clarification on something you said earlier? So you would like to see new legislation to protect the unborn child. But you don't think it's going to happen in the near future? But you have heard the declarations of the politicians, so I don't see a political will to address this issue. So that's why, we have to look for a practicable way, which is the way of compassion.
Caroline Plante, Global News, Cardinal Ouellette. You estimate that you can cut the annual number of abortions by half. So how did you make that calculation? How did you come to that conclusion? C'est pas une très bonne statistique. C'est pas une statistique scientifique. Excuse me. It is not a scientific statistic. It is just a figure like that, because I am convinced that if we help each other, in society, men, women, families, and also other instances, to change the attitude towards the woman that is facing a difficult pregnancy. If we take the stance of helping her, of understanding her, of also bringing her even financial help, from also governments, I think we can change the cultural attitude towards life. And so it would certainly help women to keep their child, and so to have not to suffer these bad consequences of a violent act, of abortion. So that's I think something has to be done at a large scale. That's why we think there is a need of a campaign of sensibilization. Awareness. The awareness, in society, and for the good, for the common good, as Bishop Prendergast said a moment ago, and we can help us to do that. And if the government would give more funding, so it will be also a signal, because if they do not want to fund abortion abroad, and they do not bring at home more help to women to keep their child, I think they are incoherent. Sophie Bouchard du Nouvel Informateur catholique. On a entendu dans les médias des sous-entendus que les évêques n'étaient pas nécessairement du même côté que votre position. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que les autres évêques appuient la position de l'Église, les évêques du Québec, je parle? Est-ce qu'ils appuient la position de l'Église par rapport à l'avortement? Vous avez vu lundi, au début, quand la réaction a commencé à être démesurée, n'est-ce pas? Le président de l'Assemblée des évêques s'est empressé de faire un communiqué pour lancer un appel au calme, et puis pour rappeler que l'Église, elle est pour la vie, et pour rappeler que ce problème-là est un problème social très grave et qu'on doit avoir un débat qui soit équilibré et rationnel sur cette question. Et laissez-moi vous dire ceci, qu'en septembre 2008, il y a eu une déclaration de l'Assemblée des évêques justement pour inviter la population à rouvrir un débat un débat social sur l'avortement, pour tenir compte à la fois des causes de l'avortement et des conséquences de l'avortement, pour vraiment prendre conscience de la gravité de ce problème et de comment ce problème affecte la vie des familles, la vie de la société, le climat d'ensemble. Alors les évêques, nous sommes sur une même longueur d'onde là-dessus. Très bien. Il est 2h10. Je tiens vraiment à respecter la règle d'une question pour respecter tous les journalistes qui étaient présents. So thank you so much. Merci de votre présence à cette conférence de presse. Tel qui a été mentionné dans le communiqué de presse, il n'y aura pas d'autres entrevues données sur le sujet. Si vous désirez recevoir copie de la prise de parole, soit de Monseigneur Prendergast ou de Monseigneur Ouellette, elles seront disponibles à l'arrière. Si vous désirez recevoir électroniquement ces documents, ça nous fera plaisir de vous les envoyer. Si vous avez reçu la convocation, vous allez la recevoir automatiquement suite à cette conférence de presse. So thank you so much for being here. If you want the allocution of both Cardinal Ouellette or Bishop Prendergast, they will be available on paper right after this conference, or you can leave your email address and we'll send it to you by email. Merci beaucoup. Thank you.
Ça vient.